Tout pour investir, le déchiffrage. Oui, j'ai oublié de le dire, on déchiffre. Allez, on déchiffre. Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Bonjour Antoine. Alors, évidemment, on va revenir sur la valorisation de l'IA. Ça semble être quand même la raison de ce retour de la volatilité sur les marchés, sur Wall Street qui termine sur une note mitigée, mais alors sur une franche correction du côté des marchés européens. Toutes ces interrogations autour de la valorisation même des entreprises, de leur capacité à s'endetter, parce qu'on voit qu'il n'y a aucun mal, il y a tout qui part sur les obligations, 17 milliards de dollars ou même un petit peu plus de Google, sur le plus de 30 milliards de Meta. On a tellement opté pour les obligations que le titre a signé une belle dégringolade par la suite. Et puis, on a ce Michael Burry, le héros du Big Short, qui dit « mais tout ça, ça va s'effondrer, moi, je short ». Encore une fois, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, Michael Burry s'est planté 18 fois après le Big Short. Il fait partie de ces investisseurs qui ont prévu 18 des 4 dernières récessions, comme on dit. Mais voilà, il y a quand même une interrogation. Alors, l'interrogation, elle n'est pas nouvelle, elle dure depuis des semaines sur mais qu'est-ce que ça vaut l'IA, où ça va? Et là, on sent un tout petit sentiment de craquellement. Est-ce que vous le sentez, vous, Félix Baron, par exemple? Ouais, on connaît Michael Burry, surnom sur X Cassandra, et il parle de la mère de toutes les bulles. Ce petit craquement, en fait, il pourrait intervenir et faire très peur. Je pense qu'on est sur la valorisation globale. En fait, vous parlez de valorisation de l'IA, mais c'est la valorisation de la bourse. 148 000 milliards, c'est la valeur de la capitalisation mondiale. À plus de 40% représenté par la tech et les semi-conducteurs. À plus de 40%. Donc, le marché, c'est la tech et les semi-conducteurs. Il n'y a rien d'autre à dire. Cette taille, elle a été multipliée par 2 depuis 2020. Il y a un point rassurant et il y a un point inquiétant. Le point rassurant, c'est que ces valorisations sont justifiées par des bénéfices en hausse. Et ils sont réels, ceux-là. Et ils sont réels. Tout tourne autour de l'IA, je viens de le dire. Et donc, l'IA, innovation technologique. Donc, qui dit innovation dit gain de productivité. Et qui dit gain de productivité dit création de richesse. Donc, on peut attendre toujours, si on attend une croissance des bénéfices, on peut augmenter les valorisations. On augmente un peu le PER. On est passé d'à peu près une moyenne mondiale de 24 alors qu'on était à 18. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Mais les marges de la tech n'ont jamais été aussi élevées. Elles sont au-dessus de 20% aujourd'hui. Quand vous payez 1 euro ou 1 dollar de cloud à Apple ou à Microsoft ou à je ne sais pas qui, c'est 20 centimes dans la poche de l'actionnaire. Source LSI Group. Donc ça, c'est réel. Ça a augmenté en 3 ans, alors que la moyenne tendance historique était à 15%. Donc la réalité, c'est que les marges bénéficiaires de la tech sont élevées. Donc la tech est riche, elle est rentable. On voit mal comment les hyperscalers, les manias de la tech, les 10, 15 magnifiques, appelez-les comme vous voulez, pourraient s'effondrer avec leur aventure dans l'IA. Sauf si elles se trompent de partenaire. Et ça, le point inquiétant, il est en 6 lettres, en fait, c'est que tout tourne aujourd'hui d'un levier autour d'une boîte qui s'appelle OpenAI. On en parle tout le temps d'OpenAI. On parle aujourd'hui d'une IPO valorisée à 1000 milliards d'ici 18 mois. Et ce dont on a parlé au cours des dernières semaines, c'est surtout les contrats délirants que OpenAI signe. 500 milliards pour le plan Stargate américain, 100 milliards avec Nvidia, 100 milliards avec Amazon, 40 milliards avec AMD, pardon. Mais ça, c'est des contrats d'engagement de dépenses pour OpenAI. C'est OpenAI qui s'engage à payer des puces, de l'espace sur AWS, du cloud, des investissements d'infrastructure. C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand on parle d'NVIDIA, quand on parle de Google, quand on parle de Microsoft, enfin tous les hyperscalers, comme on dit, OK, il y a des bénéfices sonnants et trébuchants. Effectivement, au centre de tout ça, il y a OpenAI, et là, c'est beaucoup plus flou, parce que c'est une entreprise, certes, qui dégage des bénéfices. Non. OpenAI ne dégage aucun bénéfice. Il gagne 12 milliards. Je suis désolé Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Parce que parallèlement, ça crame de la trésorerie à plus savoir qu'en faire. 119 milliards de dollars jusqu'en 2029. Ils l'ont prévu et on sait que ça va être plus élevé puisque le coût d'infrastructure et l'énergie augmentent. Donc, vous avez 800 milliards d'engagements de contrats de dépenses d'OpenAI pour une société qui gagne à peine, on pense, entre 12 et 13 milliards de dollars cette année, en 2025. Alors évidemment, on sait que les revenus peuvent être exponentiels, mais vous avez un décalage entre la valorisation et les revenus qui est délirant. Et on peut se dire, OK, mais c'est une promesse parce que OpenAI va devenir la nouvelle plateforme. Ça va même être plus important qu'Internet. Ça va être la plateforme mondiale de l'IA. Oui, peut-être, sauf qu'il y a des risques. Le levier numéro 1 d'OpenAI, c'est sa relation à Microsoft. Si elle se dégrade,
Si l'infrastructure et le cloud qui est entièrement sur Azure n'est plus supporté sur Azure, il y a un risque. Il y a quand même 49% d'OpenAI qui est contrôlé, verrouillé par Microsoft. Deuxième levier, la concurrence. OpenAI était le premier grand modèle de langage, mais vous avez Claude avec Anthropic, Gemini avec Google. On ne parle pas des Chinois, oui. Plus la concurrence, et on ne parle même pas des Chinois, plus la concurrence s'intensifie, moins OpenAI peut se différencier par le haut et avoir des prix plus élevés. Et puis, le troisième, le plus important aussi, c'est l'énergie et la contrainte énergétique. En fait, si les coûts d'infrastructure sont supérieurs à la monétisation d'un modèle de langage, votre modèle, il ne marchera jamais. Bon, Christian Fontaine, bon, ça continue de susciter des interrogations, voire des inquiétudes quand même, tout ça? Les chiffres, évidemment, donnent le tournis, notamment les chiffres de capitalisation boursière. On l'a beaucoup dit la semaine dernière, mais il y a quand même 3 entreprises aujourd'hui qui capitalisent plus de 4 000 milliards de dollars, Nvidia, Microsoft et Apple. Il faut bien voir que lorsque Apple, en 2018, c'est-à-dire en fait il y a 7 ans, a atteint le chiffre alors de 1 000 milliards, déjà on estimait que c'était extraordinaire. Et là, 7 ans après, il y en a plusieurs qui sont largement au-delà de 1 000 milliards. Alors la question, effectivement, tout ça relance le débat sur bulle ou pas bulle. J'aurais tendance à dire, de toute façon, les bulles, on s'en rend compte uniquement lorsqu'elles ont éclaté. C'est assez facile à dire. Ouais. Alors, dans ces périodes qui sont quand même des périodes d'incertitude, puisque cette grande question, personne n'a la réponse, moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est toujours l'allocation d'actifs. Et l'allocation d'actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez faire le bilan de la performance de votre portefeuille à la fin de l'année, la performance, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre moins du market timing, c'est-à-dire est-ce que vous êtes rentré au bon moment ou non, moins du type du support d'investissement, est-ce que vous avez investi sur Apple ou Nvidia, que de l'allocation d'actifs. C'est-à-dire, en fait, le poids, est-ce que vous avez eu de l'or, par exemple? Voilà. Là, à la fin de l'année, lorsqu'il faudra faire le bilan, est-ce que vous avez eu de l'or? Est-ce que vous avez eu du Bitcoin? Est-ce que vous avez eu du private equity? Et donc ça me semble essentiel. Alors, quelle est aujourd'hui l'allocation d'actifs recommandée par le revenu? On a un tout petit peu augmenté dans notre portefeuille équilibré la poche de liquidité. Effectivement, on prend un tout petit peu de bénéfices. On prend un petit... Je vous remercie de la comparaison, c'est flatteur. On prend un tout petit peu de bénéfices pour profiter des opportunités qui servira de coussin en cas de retournement éventuellement des marchés. Pour le reste, on reste largement investi avec une poche en obligations, vous voyez, pour un portefeuille équilibré à 30%, 45% pour un portefeuille prudent. Toujours une poche obligataire via le fonds en euros en France. D'abord parce que c'est ce que fait 99% des Français, et ensuite parce que ça permet de jouer les obliques tout en profitant d'une garantie sur le capital. Alors, les mauvaises langues vous diront que la gestion dynamique d'un compte titre en obligue géré de façon directe obtienne une meilleure performance que l'assurance vie en euros, mais le confort quand même du fonds en euros avec cette garantie sur le capital à tout moment est quand même très important. Après ça, notre répartition sur les actions, c'est 20% France, 30% Europe, 50% Amérique du Nord. Pour terminer sur l'Amérique du Nord, ça me semble quand même très important. On peut prendre un tout petit peu de bénéfices, mais il faut rester dans le marché. Encore une fois, quand dans 2 mois, on va faire le bilan, on va se rendre donc compte de quoi? On va se rendre compte que, comme chaque année, si vous manquez les 2 ou 3 ou 4 plus fortes séances de hausse dans l'année, votre performance à la fin de l'année sera divisée par 2. Donc, multiplier les mouvements d'aller-retour, franchement, vous prenez un gros risque compte tenu de cet élément statistique-là. Je terminerai pour l'allocation d'actifs en vous disant qu'on avait un petit peu d'or, on l'a vendu parce qu'on estimait c'était quand même trop haut. Vous avez suivi le marché un petit peu. Voilà, on n'a pas de Bitcoin. On assume, c'est-à-dire qu'on regarde clairement, on assume cette perte, je dirais, de rendement potentiel. Pourquoi? Parce qu'on aime bien les actifs qui ne reposent pas que sur la confiance. Et là, on voit bien avec le Bitcoin, ça repose essentiellement sur la confiance, en plus en termes sur le plan énergétique et sur le plan, je dirais, climatique. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Voilà. Et on s'interroge, par contre, à faire rentrer le private equity. Et bien sûr, à cause du différentiel. Alors, c'est un marché très difficile, bien sûr, par le surcroît de performance, mais surtout pour un élément essentiel, c'est que contrairement au marché coté, le private equity n'est pas victime de court-termisme. Vous savez, c'est là on vient de terminer les résultats du 3e trimestre. Bon, voilà. En tout cas, pour les investisseurs particuliers, parce que c'est
Et même pour les entreprises, vous avez des entreprises qui sont obligées, donc notamment américaines, d'afficher chaque trimestre donc alors des résultats satisfaisants pour les marchés et qui peuvent du coup être amenés à sacrifier des objectifs de long terme. Quand vous n'êtes pas, quand vous êtes non coté, il y a moins cette obligation qui peut se traduire, cette pression qui peut se traduire par des performances supérieures. D'autant plus que souvent ce sont des startups, enfin un certain nombre d'entreprises non cotées, pas toutes, sont des startups et donc qui affichent des performances, des retours sur investissement plus intéressants que pour les entreprises cotées. Voilà. En fait, il y a quand même, il faut parler vrai, il faut le reconnaître, on est dans une période de totale incertitude, donc dans ces moments-là, il faut parfois revenir aux fondamentaux et bien travailler votre allocation d'actifs. Et je terminerai quand même sur une note positive qu'on voit peu. On dit souvent les marchés européens sont drivés par les marchés américains. Entièrement d'accord. Bon, mais là, on vient quand même de terminer 2 excellents mois pour la Bourse de Paris. On a terminé le mois d'octobre à 2,85%. C'est le meilleur mois en bourse depuis janvier. Avec un record historique à la clé. Il faut quand même le dire. Avec un record historique, il faut quand même le dire. Et alors, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'après, lorsque j'ai regardé un petit peu les statistiques, la performance du CAC 40 depuis 3 ans, en novembre, c'est 4% de moyenne sur les 3 dernières années. Donc bon, on croise les doigts, quoi. Ouais, on n'est pas si mal. Félix Baron, je voyais rigoler avec le record historique. Voilà, c'est un rire jaune, quoi. 3% de performance en se disant que c'est la meilleure depuis le début de l'année. C'est beaucoup mieux que le livret A. Franchement. À 3% sur le mois quand même. 3%, vous payez après l'inflation, il vous reste les impôts. Non, c'est sur le mois, Non, mais c'est vrai que, oui, je sais que c'est sur le mois, mais si on se compare aux indices américains, malheureusement... Cette année, une fois que déduction fait de la baisse du dollar, c'est pas extraordinaire, hein. C'est vrai. L'effet devise. L'effet devise. L'effet devise, ça a été terrible au premier semestre, ça s'est calmé un petit peu. Donc, Félix, juste, c'est vrai qu'on l'a pas préparé, mais enfin, avant de rentrer dans l'émission, je voyais BlackRock dégage du Bitcoin, et pas qu'un peu. Il y a une whale, comme on dit, une énorme position très ancienne qui date de 14 ans, qui a été soldée sur le marché hier. Est-ce qu'il n'y a pas des petits signes de craquellement aussi du côté des cryptos? Alors, bon, ça correspondrait aussi à cette espèce de petite fibrillation du marché à laquelle on assiste depuis 2-3 jours, mais il n'y a pas un petit signal d'alerte qui confirme un petit peu le mauvais sentiment du moment, là? Ce qui est sûr, c'est que si il y a un craquellement côté marché-action, le marché crypto ne va pas rester à ses plus hauts historiques. Donc je pense que c'est un effet de... Si vous avez de l'argent à mettre en crypto, ça veut dire que vous avez déjà de l'argent investi en actions. Donc vous dégagez, entre guillemets, le plus risqué en premier. Et moi, par exemple, à titre personnel, j'ai soldé ma position Ethereum il y a 2 semaines. Mais en revanche, je garde Bitcoin, je l'assume. On venait de plusieurs mois de grosses progressions en plus sur l'Ether. Ah, moi, c'était depuis fin 2020. Donc, Ether, je l'avais gardé 5 ans. Voilà. 5 ans en Ether, l'optique long terme était largement gagnante. Good game. Mais bon, à suivre, hein, éventuellement, c'est quelques craquements du côté du marché des cryptos. Et à court terme, un marché qui corrige quand même assez nettement. Moins 1,7% pour le CAC 40.